Good afternoon. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre réunion, d'où que vous soyez. Je suis ravie de vous accueillir à cette deuxième session, à ce deuxième webinaire intitulé « N'oubliez aucun ISC ». Nous accueillerons cet après-midi des experts dans leur domaine, dans tout ce qui est Institut supérieur de contrôle. Les membres du panel sont avec nous. Je vais, avant de passer aux présentations, vous donner un aperçu de ce dont nous allons discuter cet après-midi. Aujourd'hui, nous entendrons une présentation très rapide concernant les résultats de l'enquête mondiale sur le renforcement des capacités, de certaines des ISC, en matière d'accompagnement également. Et cette présentation donnera lieu à une discussion, à un débat sur ce que nous pouvons faire pour aider nos collègues à renforcer les capacités, à les accompagner sur ce chemin. Je vois que les membres du panel nous ont rejoints. Je vous présente tout d'abord Camilla Fredriksen, qui est manager à l'IDI. Camilla, bonjour. Ainsi que Esther, et je vais essayer de ne pas écorcher votre nom, Madame Esther Lameko Putoa. N'hésitez pas à me corriger si j'ai écorché votre nom. Esther est là? Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Esther nous vient du secrétariat du PASAI, ainsi que Ola Hoem de l'IDI. Ola, vous êtes là? Bonjour Carrie, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, donc ce sont les membres du panel cet après-midi, ainsi que Suzanne Will de la Commission européenne. Suzanne, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bon après-midi. Merci à tous ces membres du panel donc, qui participent à notre événement cet après-midi. Et nous allons très rapidement, avant de passer aux différents membres du panel, je vais leur demander de nous dire en quelques mots ce qu'ils font dans leurs organisations, de nous dire quelques mots à propos de leurs fonctions. Ensuite, Camilla Fredriksen nous parlera du sujet qui nous occupe cet après-midi, mais on va commencer par Suzanne, si vous le voulez bien, en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Suzanne Ville. J'ai étudié l'économie, je travaille pour la Commission européenne depuis plusieurs années maintenant, dans le cadre de la coopération internationale. Depuis plusieurs années également, je m'occupe du domaine de l'économie, du développement. Nous travaillons sur des questions d'appui budgétaire notamment, et sur le rôle, effectivement, des instituts de contrôle des finances publiques qui jouent un rôle crucial. Je suis absolument ravie d'être là cet après-midi avec vous, considérant évidemment que c'est des institutions extrêmement importantes. Je ne suis moi-même pas vérificateur au compte, mais j'ai souvent travaillé avec les vérificateurs au compte, donc je vois les choses de l'autre côté de la lorgnette, des deux côtés finalement. Madame Lameko Putoa, si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Bonjour, je vous appelle de la Nouvelle-Zélande, Auckland. Il est 23 h pour l'instant à Auckland. Voilà. Je m'occupe du secrétariat du PASAI. Je suis commissaire aux comptes de formation. C'est ma profession. Et je m'occupe au sein du secrétariat du PASAI de l'équipe. Nous mettons en œuvre tous les programmes, notamment pour l'ensemble de la région, de l'organisation régionale. Hola, Monsieur Hola Hoem.
Merci, Kerry. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Hola Hoem, directeur général adjoint de l'IDI. Je m'occupe du département de gouvernance, de bonne gouvernance des ISC notamment. Avant de rejoindre l'IDI, je travaillais au bureau des commissaires aux comptes de la Norvège, principalement dans le domaine de la coopération internationale. Donc, je suis à l'IDI maintenant depuis 7 ans. Merci, Hola. Et Camilla Fredriksen. Bonjour, Kerry. Je m'appelle Camilla Fredriksen. Je suis directrice à la Fondation mondiale d'UNIC et d'IDI. J'ai travaillé sur le rapport mondial et le bilan mondial. Avant, je travaillais à l'IDI et ça depuis 2014. Je ne suis pas un commissaire aux comptes. J'ai étudié les sciences politiques. Merci beaucoup pour la distinction. Moi, je m'appelle Kerry Crawford. Je travaille à la Fondation mondiale de l'IDI. C'est moi qui animerai ce webinaire. Et nous allons essayer d'étudier cet après-midi les manières dont on peut au mieux accompagner toutes les ISC. Avant de passer à Camilla, j'aimerais vous rappeler que l'interprétation est disponible cet après-midi en français, en espagnol et en arabe. Si vous regardez au bas de l'écran, vous verrez un globe qui vous permettra de choisir la langue que vous désirez écouter. Les membres du panel parleront anglais cet après-midi. Et sans plus attendre, on passe la parole à Camilla, qui va nous dire en quelques mots, et nous résumer en quelques mots, ce qu'on peut retrouver dans le rapport mondial. Oui, si vous me le permettez, je vais partager mon écran. Je ne vois plus la même chose que vous, malheureusement, mais nous voyons votre écran, donc nous voyons votre présentation. C'est bon? Tout le monde... Je ne me vois pas, mais peu importe, dit l'intervenant. Voilà. Alors... Je réessaye, dit l'intervenante. Nous voyons votre écran, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Oui, merci Kerry. Alors, je suis ici cet après-midi pour vous présenter certains des résultats du bilan 2020. Comme vous le savez, nous avons publié ce rapport la semaine passée, rapport qui résulte d'une enquête mondiale menée en 2020. Pour vous donner finalement quelques mots d'historique et alimenter la discussion, je vais vous présenter les résultats liés plutôt au contexte des ISC, ainsi que quelques résultats portant sur l'indépendance et le renforcement des capacités. Alors, la première chose que je voulais vous communiquer porte sur la manière dont les ISC sont organisées. En fait, elles sont organisées sur base de modèles, parce que nous pensons effectivement que cela a un impact sur les ISC, que les modèles institutionnels ont un impact sur les ISC. Alors, vous voyez ici que soit les ISC sont organisés sur base d'un modèle législatif à hauteur de 68%, 18% sur un modèle juridictionnel. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que 11% de ces ISC pensent appartenir à la branche exécutive, ce qui nous ramène à des résultats que nous avions obtenus précédemment. Nous avons également étudié dans ce bilan
la manière dont les ISC disposent de ressources pour mener à bien leur mission. Nous nous sommes rendus compte que seule la moitié des ISC nous ont répondu qu'ils disposaient de ressources financières suffisantes. D'autres nous ont dit qu'il manquait de personnel ou bien de compétences. Autre élément à garder à l'esprit, c'est que les ISC fonctionnent dans un environnement caractérisé par un glissement démocratique. C'est important parce que l'index de démocratie, notamment, nous indique cette année également que la tendance est à la baisse. C'est ce que nous voyons également dans d'autres rapports internationaux où on dénote d'une diminution des libertés civiles et de niveaux assez élevés de corruption dans certains environnements. Donc, toute l'idée, évidemment, est de voir quel est l'impact également sur les liens avec les bailleurs de fonds au niveau local, au niveau régional et international. On se rend compte effectivement que certaines régions sont caractérisées par un déficit démocratique également. Et c'est important à garder à l'esprit, notamment quand on parle bien sûr de fonctionnement des ISC, puisque ceci a un impact sur la manière dont les bailleurs de fonds vont se comporter par rapport aux ISC et par rapport à leur soutien. Je viens maintenant à l'indépendance des ISC. Cette indépendance reste risquée. Alors, risquée dans quelle mesure par rapport notamment aux 8 principes de la déclaration de Mexico, où vous avez 7 sur 8 principes qui sont en recul par rapport à 2017, avec des diminutions notamment dans les pays à plus faible revenu, des limites également qui sont plus fortes dans les pays où il y a moins d'espace démocratique et des revenus plus faibles. Ensuite, on se rend compte également que l'indépendance financière et administrative reste relativement faible, soit les ISC n'ont pas suffisamment de ressources, subissent des interférences dans l'exécution de leur mandat, ont des difficultés à recruter des ressources humaines, ce qui est important évidemment en termes de renforcement de capacité de ces ISC. Deuxième chose, je voulais vous parler de la gouvernance, notamment des ISC. Et dans ce cadre-là, on se rend compte que presque toutes les ISC disposent d'une stratégie. Donc, une gestion stratégique est extrêmement importante. D'un autre côté, les ISC éprouvent énormément de difficultés à attirer suffisamment de ressources humaines et font des progrès relativement limités dans la professionnalisation des ressources humaines qui travaillent dans ces instituts supérieurs de contrôle. Par rapport aux objectifs, mais également par rapport au développement de capacités et au renforcement de capacités et d'intégration, notamment des ressources, ce sont des éléments extrêmement importants parce que s'il faut augmenter et renforcer les capacités, il faut également réfléchir aux ressources humaines, à la professionnalisation du personnel des ISC. Il est important de prendre cet élément en considération. Et ceci, je crois, a un impact également sur les liens qui existent entre les ISC et les bailleurs de fonds. Je voulais également parler très rapidement des ressources et surtout des axes principaux d'audit et de contrôle. Quand on parle de mise en place des ISC et des services d'ISC, on se rend compte que l'adoption ISAI est en augmentation, la mise en œuvre, quant à elle, est quelque peu à la traîne. On se rend compte, en fait, qu'à nouveau, un manque de ressources,
fait que les ISC ont des difficultés, trouvent des difficultés à se conformer à certaines choses. D'autres facteurs, le système, la qualité du système de gestion également en place, affectent la manière dont les méthodes sont mises en place. C'est lié également au fait que mettre en place un système de contrôle exige énormément de ressources à des niveaux adéquats également afin d'arriver justement à atteindre son objectif et à se conformer aux objectifs à atteindre. Si je passe maintenant à l'appui, au renforcement de capacité des ISC, que dire? On se rend compte que depuis 2010, sur un espace de 10 ans, on est allé rechercher des données dans la base de données. Il y a eu 173% d'augmentation de renforcement de capacité, mais pas vraiment de croissance depuis 2016. On se rend compte qu'il y a un déplacement également vers des programmes d'appui plus régionaux. Et c'est ce qu'on voit en fait sur ce Transparency, où vous voyez très clairement sur base des chiffres qui sont indiqués que les ISC de l'Afro-Saï sont ceux qui obtiennent le plus d'appui, alors que les ISC dans le Karosai, donc dans les Caraïbes ou dans le Pacifique, eux, obtiennent moins d'appui, moins d'accompagnement. À gauche, vous verrez qu'il y a augmentation du soutien et de l'appui vers des programmes plus internationaux qui confirment finalement ce que je disais, qu'il y a un déplacement vers un accompagnement pour des programmes plus mondiaux, plus globaux. Maintenant, vous posez la question aux ISC sur les récipiendaires du soutien et de l'appui. Vous verrez que 80% des ISC dans les pays en développement reçoivent d'une manière ou d'une autre un appui. Alors, que se cache-t-il derrière ces chiffres? D'abord qu'un certain nombre incluent ou comprennent des ISC qui reçoivent tout type d'appui, bilatéral, régional ou global, mais on retrouve également des aides ponctuelles. 91% des ISC dans le Pasai reçoivent un soutien, un appui. Mais si on regarde maintenant les chiffres d'un tout petit peu plus près dans la base de données, on se rend compte qu'il n'y a que quelques pays dans la zone Pacifique qui ont reçu un soutien plus bilatéral, plus approfondi, donc qui ont bénéficié des programmes publics régionaux, mais qui n'ont pas forcément reçu un appui par rapport à des tâches plus complexes. Alors, ceux qui ne reçoivent pas de soutien ou d'appui, qui sont-ils? Je peux vous dire qu'il y a une tendance qui se dégage, en fait. Pas une tendance qui se dégage, mais dans le Karosai ou dans le Krefiaf, et c'est également confirmé par cette base de données, on voit qu'il y a moins de soutien et que le soutien est peut-être moindre. Ces régions obtiennent moins d'appui en termes monétaires. C'est confirmé également si vous regardez la base de données et les programmes d'appui accordés et octroyés à ces pays. Ce qui est intéressant toutefois, c'est de voir que les États plus fragiles ou dans les États en conflit, on n'a rien trouvé de très significatif. Donc, ces États plus fragiles reçoivent un certain appui et suscitent l'intérêt de certains bailleurs de fonds. Aucun modèle d'ISC n'est surreprésenté, mais on voit qu'il pourrait y avoir une
corrélation, et il y en a une d'ailleurs, avec le degré de démocratie, notamment lorsqu'on étudie l'index de démocratie des pays. Ceci dit, il faut noter également que le degré de démocratie joue un rôle dans toute une série d'autres pays également, et pas uniquement pour les ISC dépendant de la branche exécutive. On se rend compte que les pays, ceci étant dit, qui à faible revenu, éprouvent plus de difficultés à obtenir un appui, à se voir octroyer un appui. Ce qui pourrait être une indication que les pays les plus fragiles peuvent peut-être reçoivent déjà un certain soutien, et donc on s'attend à ce qu'ils puissent se débrouiller. Peut-être que les membres de panel pourront y revenir. Ici, une dernière diapo sur la difficulté perçue dans l'accès au soutien. Ici, nous demandons aux institutions, aux ISC, quelles sont leurs difficultés dans leur tentative d'avoir accès à du soutien. Alors, ce qu'on voit dans les barres bleu pâle de cette diapo, c'est que la plupart des ISC rencontrent des difficultés à obtenir un soutien financier lorsqu'elles sont censées être exécuter elles-mêmes, mettre en œuvre elles-mêmes le soutien. Ça veut dire qu'elles doivent organiser ce soutien elles-mêmes, obtenir les experts techniques, les trouver et mettre tout en place pour organiser leurs activités de renforcement de capacité. Et c'est assez intéressant parce que ça peut vouloir dire que les bailleurs de fonds et les parties prenantes sont sceptiques au moment de donner un soutien parce qu'elles ignorent la capacité de gestion des projets qui existent au niveau des ISC. Mais effectivement, si ça va à l'encontre des principes des ISC, si c'est effectivement la réflexion ou l'opinion de ceux qui apportent ce soutien. Et ce sont des choses à prendre en considération lorsqu'on discute de ces problématiques de l'accès au soutien, à l'assistance financière. Voilà, je termine ici ma présentation sur les conclusions de ce chapitre. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je laisse maintenant la parole à Carrie. Merci beaucoup, Camilla. Nous passons maintenant à la discussion avec nos panélistes et nous allons nous concentrer sur les 20% qui ont répondu à l'enquête mondiale, qui ont indiqué qu'elles ne recevaient aucun type d'assistance. Alors, pourquoi pensons-nous que nous nous trouvons dans la situation où nous sommes maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des ISC qui doivent se battre pour obtenir un soutien ou qui ne sont pas considérés comme méritant ce soutien, en tout cas selon la vision des parties prenantes. Alors, Esther va nous donner son opinion par rapport au point de vue du secrétariat de Pasai. Elle va nous expliquer pourquoi elle pense que nous sommes dans cette situation. Merci, Carrie. Dans la région Pasai, comme vous l'avez vu dans la présentation, 91% ont signalé qu'elles avaient reçu une forme d'assistance ou l'autre de notre part. Les partenaires du développement dans la région sont les mêmes partenaires de développement qui peuvent aussi avoir des accords bilatéraux avec les pays et directement avec le secrétariat ou à travers le secrétariat. Et donc,
les partenaires de développement dans la région devraient en principe canaliser leur aide financière à travers le secrétariat. Et au secrétariat, nous essayons de couvrir toutes les ISC. Et c'est vrai que la plupart d'entre elles n'ont pas besoin nécessairement d'assistance financière, mais plutôt d'assistance technique. Elles ont besoin des services de consultance, elles ont besoin de l'aide d'experts du secrétariat. Alors, une des raisons probables pour laquelle certaines des ISC n'en reçoivent pas, je pense que la plupart des ISC dans la région Pasai a accès à l'assistance financière ou à une forme de soutien à l'autre, mais principalement émanant du secrétariat et pas une aide directe. Alors, pourquoi? Parce que, surtout parce qu'elles ne cherchent pas cette aide directe. Certaines d'entre elles la cherchent peut-être, mais on les renvoie vers le secrétariat. Parce qu'on a des cas aussi où les partenaires de développement reçoivent beaucoup de demandes directement de la part des ISC du pays et ces demandes nous sont renvoyées pour que nous puissions nous leur apporter cette assistance technique. Alors, d'une manière générale, pourquoi les ISC ne seraient-elles pas capables d'avoir accès à l'aide? Nous devons comprendre l'état d'esprit des partenaires du développement, de ceux qui offrent le soutien. Et la première chose qu'ils veulent, c'est de la valeur pour leur argent. Ils veulent du progrès. Ils veulent des changements positifs au niveau des ISC. Donc, ils veulent des objectifs clairs pour savoir où va leur financement. Ils veulent savoir ce qui va changer, qu'est-ce qui va être mis en place à l'aide du financement qui est offert. Et ensuite, il faut qu'il y ait des politiques et des processus en place pour assurer qu'il y ait vraiment une reddition de compte correcte par rapport au financement, par rapport à l'aide fournie. Et ils souhaitent toujours qu'il y ait des rapports qui assurent la visibilité de l'utilisation de leur soutien. Alors, donc, c'est à cette mentalité selon laquelle l'aide dans la région Pasai doit toujours passer par le secrétariat. Nous avons besoin de plans opérationnels chaque année et nous devons constamment communiquer avec les partenaires dans le monde du développement pour qu'ils sachent exactement à quoi nous dépensons leur argent, bien sûr, et nous devons présenter rapport et assurer la visibilité de notre travail pour qu'il y ait des preuves tangibles qui indiquent que le financement investi dans la région fait la différence, change les politiques, change la législation, améliore les choses pour les ISC, parce que les ISC jouent un rôle très important dans le système de gestion des finances publiques des petites économies de la région du Pacifique. Voilà, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je reviendrai par la suite. Esther, tu as abordé un point qui a également été abordé par un panéliste du webinaire d'hier. Et c'est M. Keaton de la Banque de développement africaine a dit que chercher du soutien et avoir une approche, impliquer une approche basée sur l'impact. Alors, au-delà du PFM, quel est l'impact que peuvent avoir les ISC? Qu'est-ce que les partenaires dans le monde du développement souhaitent voir à la suite de l'aide qu'ils ont donnée, souhaitent voir émerger? Et ça nous amène à Suzanne, qui va partager son point de vue sur ce point. Je peux me faire l'écho de ce qu'a dit Esther. Alors, bien sûr, nous devons rendre des comptes sur les dépenses, nos dépenses, avec cet argent. Donc, à travers la Cour des comptes, à travers le Parlement européen, nous devons, et aussi au grand public, nous devons démontrer les résultats que nous avons obtenus avec l'argent de leurs impôts. Donc, nous avons besoin de rapports, nous avons besoin de résultats, nous avons besoin d'une reddition de comptes et nous avons besoin aussi, dans une mesure plus limitée, nous devons assurer la visibilité des résultats. Donc, nous pouvons comprendre la position des ISC, mais nous devons rendre compte de ce que nous faisons avec l'argent des contribuables. Et ça ne fait aucun doute. C'est aussi la raison pour laquelle
c'est beaucoup plus facile de montrer des résultats si dès le début, nous définissons des objectifs. Nous disons ce que nous voulons faire, ce que nous voulons réaliser, ce que vous voulez réaliser, ce que nous voulons réaliser, comment nous pouvons vous soutenir pour ce faire. De la sorte, nous pouvons dire à la fin du processus que nous avons soutenu ces réalisations. C'est cela que nous devons faire. Nous ne pouvons pas contourner cette obligation, ça fait partie des règles du jeu et je pense que nous comprenons ces règles. Mais les ISC ont fait beaucoup de progrès parce que c'est une des nombreuses raisons qui justifient l'existence du plan stratégique. C'est comme lorsque vous construisez une maison. D'abord, vous placez les fondations, ensuite les murs, et puis les fenêtres, et puis finalement, il ne s'agit pas d'oublier le toit. Et c'est ainsi que nous procédons étape par étape pour réaliser les résultats attendus. Alors, je crois que la plupart des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ont un plan stratégique. Et ça, c'est vraiment une base essentielle. Parce qu'en tant que bailleur de fonds, moi, je peux toujours vous demander quel est votre plan, comment avez-vous réalisé l'analyse de vos besoins, comment avez-vous développé ce plan stratégique, est-ce que le bailleur de fonds donc, le bailleur de fonds doit pouvoir examiner ce plan pour juger de l'étendue de son engagement dans ce plan, dans la réalisation de ce plan. Alors, pourquoi 20% des ISC n'obtiennent-elles aucune assistance? Je dois dire que je suis un peu surprise parce que je pensais que ce chiffre était bien inférieur. Bon, c'était plus un feeling parce que je travaille avec elles et donc nous prêtons attention aux demandes des institutions. Donc peut-être devrons-nous avoir un autre échange bilatéral. Alors pourquoi refusons-nous l'aide d'aider certaines ISC? Quelquefois parce que nous n'arrivons pas à les toucher. Alors, c'est probablement le cas dans pas mal de pays non démocratiques. En tant que bailleur de fonds extérieur, vous venez de l'extérieur du pays, vous êtes à l'extérieur du champ d'action des professionnels. Nous ne sommes pas Intosai, nous sommes quelque chose d'autre. Nous avons notre propre culture, nos propres objectifs, nos propres principes, nos propres priorités. Et nous arrivons, et quelquefois, nous débarquons, et quelquefois, nous n'arrivons pas à atteindre, à toucher les institutions parce que le cadre général nous met des bâtons dans les roues, beaucoup de bâtons dans les roues. Donc, juste un exemple assez simplifié, assez brut. Il y a quelques années, en Afghanistan, l'ISC était soutenu. Aujourd'hui, je suppose, je ne suis pas sûre, je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner. Est-ce que ce serait possible de soutenir cette institution? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce que nous pouvons l'atteindre, communiquer avec elle? Voilà, vous pouvez comprendre que la situation actuelle de l'Afghanistan est une de ces situations où c'est extrêmement difficile. Alors, une autre raison, ça peut être parce que ce n'est pas seulement les goulots d'étranglement qui existent à l'intérieur de l'ISC. Pamela, tu viens d'en parler. Camilla, tu en as parlé, le manque de gestion de la qualité, l'absence de gestion de qualité, l'absence de gestion de ressources humaines, etc. Ce sont tous des obstacles. Ce n'est pas en résolvant un des problèmes que l'ensemble des problèmes complexes peuvent être résolus. Le plan stratégique doit les prendre en considération et un bon plan doit toujours aborder les problèmes prioritaires d'abord qui peuvent être résolus en premier lieu et ensuite on aborde les autres. Et bien sûr, ça va un petit peu plus loin parce que les meilleurs rapports ne sont pas, n'ont guère d'impact s'ils ne sont pas lus, s'ils ne sont pas utilisés. Alors, ce n'est pas seulement la diffusion des rapports, c'est aussi la capacité d'agir en fonction de ces rapports par les gouvernements, par les autorités. Et bien sûr, nous soutenons également
les liens forts avec la société civile dans le pays en question pour renforcer la reddition de comptes dans le pays. Nous pensons qu'il est nécessaire de tenir compte de l'ensemble du contexte. Je sais que dans de nombreux pays, l'Union européenne ne soutient pas directement et seulement les institutions suprêmes d'audit. Nous soutenons des programmes de renforcement de capacités plus larges auxquels appartiennent les institutions supérieures de contrôle. Si on nous dit il y a un gros problème, une partie était inhérente à l'ISC, mais pas le reste. Alors, le soutien peut venir du ministère des Finances, bien qu'en réalité, à l'arrière-plan, c'est financé par un groupe de bailleurs de fonds. Je pense que je me suis un petit peu étendue ici. Je vais m'arrêter donc. Merci beaucoup. Merci, Suzanne. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que nous devons prendre en considération le contexte où les ISC fonctionnent, les processus, les obstacles bureaucratiques, administratifs qui existent. Alors, il y a des participants qui a posé la question du modèle de soutien. Donc, par exemple, pour des raisons de taille, les CREFIAF ne sont peut-être pas toujours soutenus aussi à cause de la barrière linguistique. Ça peut être un obstacle. Je ne sais pas si Camilla souhaite intervenir. Pamela, tu souhaites ajouter quelque chose? Camilla, pardon. Camilla. Je serai brève, mais je pense qu'il est très important que, bon, dans l'évaluation, dans le rapport d'évaluation, nous avons aussi regardé la performance des régions et notre conclusion, c'est que les régions sont très attentives aux besoins de leurs membres. Lorsque nous parlons d'un changement, nous voyons que ce que les régions leur offrent correspond vraiment à ce que les ISC leur demandent. Il y a des différences, bien entendu, mais dans l'ensemble, c'est la conclusion que nous pouvons tirer. Alors, Poula, si tu peux nous donner maintenant le point de vue de IDI en tant que partenaire technique, tu as donné de l'assistance à beaucoup d'ISC en renforcement des capacités. Peux-tu nous dire pourquoi, à ton avis, nous sommes dans cette situation? Merci, Carrie. Merci aux autres membres du panel pour avoir partagé leurs réflexions parce que ce sont effectivement les réflexions qui sont les miennes également. Alors, comme Camilla l'a mentionné, il y a certaines tendances dans le rapport d'évaluation mondiale, même si elles ne sont pas toujours aussi claires que nous le souhaiterions. Mais il y a quand même des aspects qui sont intéressants et sur lesquels je vais tenter de réfléchir. Tout d'abord, les différences régionales entre CREFIAF, Carrossa, on voit que ces institutions-là reçoivent moins de soutien qu'Afrosa. Il y a des pays à faible revenu qui se débattent un peu plus que les autres pour arriver à mobiliser de l'assistance. Et il y a un lien entre le niveau de soutien reçu, le niveau d'assistance reçue et d'autres indicateurs. Et il y a des ISC qui se débattent particulièrement pour obtenir une assistance si elles sont elles-mêmes les partenaires chargés de la mise en œuvre de cette assistance. Elles doivent l'organiser elles-mêmes. Alors, dans le rapport, il y a des explications, comme par exemple les priorités des bailleurs de fonds pour certains pays, certaines régions, lorsqu'il y a des préférences qui est liées à leur politique étrangère actuelle. Quelquefois, il s'agit de politiques héritées du passé.
Alors, il y a quelquefois des partenaires qui ont davantage tendance à donner de l'aide aux ISC de leur région parce qu'elles opèrent selon un modèle qu'ils connaissent bien, où elles parlent la même langue, où elles ont des priorités similaires. Alors, quand on regarde, quand on analyse les résultats, il me semble que les collègues dans la région, comme dans l'OLACEF et l'AFROSAI, sont ceux qui bénéficient le plus, je dirais, de l'expérience des pairs et de l'aide des pairs et du soutien des pairs. Dans certaines régions aussi, on trouve des ISC qui sont plutôt à la pointe et qui sont prêtes à aider d'autres, en Afrique, dans l'Afro-Saï, en Australie notamment, ou dans le LACEFS, dans les Caraïbes et en Amérique latine. Alors, les régions qui ont le moins d'appui sont celles où on trouve le moins, je dirais, d'ISC prêtes à piloter également l'accompagnement. Ensuite, dans ces régions, vous avez des organisations régionales qui, quand elles fonctionnent bien, comme le secrétariat de l'Afro-Saï, ont des ressources solides qui expliquent souvent les différences de prestations entre différentes régions. Je crois aussi que recevoir un certain appui nécessite un minimum soi-même de capacité du côté du récipiendaire. C'est plus compliqué pour des ISC qui ont des ressources limitées et qui sont en position compliquée pour recevoir un appui qui n'ont pas forcément de plan stratégique sur lequel appuyer, je dirais, un accompagnement. Donc, il faut un minimum de capacité pour bénéficier, pour tirer profit, je dirais, d'un accompagnement et d'un appui également. Et puis, il y a une chose qui me frappe aussi extrêmement fort quand on parle de tout cela, c'est le manque de concentration sur le contrôle, sur la gestion de la qualité dans les ISC. Lorsque vous regardez les priorités des ISC en matière de demande d'appui, lorsque vous examinez les tendances également, on se rend compte que certaines dimensions sont souvent négligées. C'est lié notamment à la transparence, à la reddition des comptes, raison pour lesquelles peut-être certaines ISC ont des difficultés à mobiliser un appui parce que le système de gestion qui est en place n'est pas suffisamment solide, le système de reporting également sur leurs prestations. Les organisations régionales sont en général beaucoup plus chevronnées, aguerries, ont des systèmes de gestion qui sont plus solides. Voilà, ce sont là quelques réflexions que je partage avec vous qui pourraient expliquer la situation actuelle que nous connaissons. Merci Ola. Et je suis ravie justement que vous ayez touché l'idée des systèmes de gestion financière de l'ISC en tant que tel, parce que finalement, ce qui ressort également de nos discussions jusqu'à présent, c'est que, l'organisation interne de l'ISC est fondamentale. 43% des ISC obtiennent un appui, mais elles nous disent également qu'il fut difficile de l'obtenir, ou bien 70% expriment le fait qu'ils ne reçoivent pas forcément beaucoup lorsque ce sont eux qui mettent en place les programmes ou exécutent les programmes. Donc, on devrait peut-être se concentrer un petit peu plus sur la manière dont on s'organise en interne pour garantir un socle minimum de capacité capable d'absorber le soutien dès qu'il arrive, comme Suzanne le disait, finalement, avec un plan stratégique, des objectifs clairement définis, notamment qui sont également expliqués lors des discussions avec les bailleurs de fonds. Moi, je voulais également parler des organisations
régionales. Et là, je pose la question à Esther. Il semblerait que le PASAI ait trouvé la formule, la recette qui permette justement d'accompagner les ISC. Donc, Esther, pourriez-vous nous dire en quelques mots ce qui fait que le PASAI a réussi à obtenir un appui au développement de capacité de toutes les ISC. Je crois que c'est lié à la gouvernance, au niveau de gouvernance des ISC. Première étape en général que nous essayons de franchir avec nos membres, c'est tout d'abord d'assurer l'indépendance financière, tout simplement parce que la plupart des ISC font encore partie des ministères des Finances. Ça veut dire que tous les paiements passent par les ministères des Finances. Et là, je pense que c'est la première étape, finalement, à franchir. Équiper, en d'autres termes, les ISC pour effectuer cette transition, parce que la plupart des cadres législatifs leur accordent cette indépendance, mais comme effectivement ils ont fait partie pendant très longtemps de la fonction publique, cela prend un certain temps avant d'obtenir leur indépendance financière. Dès qu'elle est obtenue, certains programmes que nous réalisons vise évidemment l'indépendance financière par l'établissement des comptes, la mise en place de systèmes de masse salariale, parce que ça leur permet alors, à un certain moment, d'obtenir davantage d'indépendance financière. Concernant leurs propres opérations, parce que dès qu'ils sont, je dirais, dans un contexte où ils opèrent de leur côté, ils ne font plus partie des ministères des Finances et donc doivent mettre en place tout un système de gestion. Dès que c'est fait, il faut également élaborer des politiques et alors le système découle sur la manière de mettre en place les choses. La plupart des ISC sont des petites institutions, donc ce n'est pas tellement compliqué finalement de mettre en place un système de gestion financière de manière à ce qu'eux aussi puissent faire l'objet d'un audit ou d'un contrôle. Et puis, ce que nous essayons aussi par le biais de nos programmes d'obtenir, c'est, dans le cadre du soutien technique, de mettre en place des soutiens à la stratégie, des appuis à la stratégie, mais également des points d'évaluation de manière à évidemment pouvoir évaluer ce qui est mis en place sur base d'une stratégie. L'un des obstacles toutefois auxquels on fait face dans la plupart de ces programmes, dans tous ces programmes en fait, c'est que la difficulté pour nous, c'est lorsque ce n'est pas une priorité pour l'ISC, lorsque ce n'est pas une priorité pour cette année financière-là, quoi que ce soit se trouve repoussé. Et donc, ce que nous essayons finalement de faire, c'est de construire une relation de travail solide avec l'ISC pour pouvoir comprendre la situation, mieux comprendre la situation économique, politique et prôner finalement les programmes que nous mettons à disposition afin que ces ISC puissent encore mieux mener à bien leur mission. Voilà, je crois que c'est en gros ce que nous faisons chez nous. Merci Esther. Ola, avant de céder la parole à Suzanne, que faites-vous dans votre organisation pour garantir de n'oublier aucune ISC? S'il y avait 2-3 choses là à mettre en lumière, quelles seraient-elles? Merci Carrie. Alors, je crois que ce que nous faisons, nous, c'est que, notre initiative et nos initiatives sont absolument ouvertes à toutes les ISC au niveau mondial. C'est certainement un aspect fondamental de notre travail. Ensuite, notre travail bilatéral avec d'autres prestataires, là où il y a des ISC qui reçoivent moins d'accompagnement, nous les identifions, nous sommes toujours prêts à travailler avec ces ISC. Donc, certaines ISC reçoivent un soutien bilatéral, un appui bilatéral de la part de l'IDI.
avec des bailleurs de fonds, des collègues, mais tout ceci, évidemment, s'appuie aussi ou se fait dans le cadre de la coopération avec les bailleurs de fonds. Ensuite, à la Fondation mondiale, on essaye également de jouer le rôle d'intermédiaire finalement pour ces ISC par rapport aux bailleurs de fonds également. Donc, je crois là que ce sont trois aspects fondamentaux du travail que nous essayons d'effectuer pour garantir que toutes les ISC reçoivent d'une manière ou d'une autre un accompagnement, un appui, quel qu'il soit. Merci beaucoup, puisqu'effectivement, je retiens de ça que l'initiative du développement d'Iltosa, l'idée finalement, elle essaye d'assurer, je dirais, un certain soutien pour chacune des ISC. Et la commission, Suzanne, que fait-elle pour garantir que personne ne soit oublié dans ce cadre-là? Ah, bon. Si vous me posez cette question, je vais devoir tout d'abord inspirer profondément et peut-être mettre en lumière deux éléments dans ma réponse. Premièrement, je répondrai à la question qui est un peu plus brève, qui est de savoir ce que nous avons fait jusqu'à présent. Eh bien, je vous répondrai que l'Union européenne, aujourd'hui, appuie 90% des pays par ce que nous appelons l'appui budgétaire, c'est-à-dire que nous appuyons certaines priorités, certaines politiques également qui font partie d'un budget gouvernemental, pour autant que les politiques qui soient menées à bien répondent notamment aux problèmes qui se posent sur le terrain, que ces politiques et ces mesures soient raisonnables notamment et qu'elles s'inscrivent dans la durabilité. Que ce soit des politiques qui permettent de réformer un système de gestion publique, s'inscrivent également dans une certaine stabilité économique, et que tout ceci, effectivement, fasse l'objet aussi d'un contrôle. Cela fait partie, évidemment, d'un système de gestion publique, mais c'est très important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit un quatrième critère. Donc, l'argent est injecté dans le budget et il faut que cet argent soit utilisé évidemment par les autorités, mais nos auditeurs ne peuvent pas contrôler ces budgets. Dès que ce budget est transféré au ministère des Finances, ce n'est plus de leur mandat. Alors bien sûr, cela signifie que les cours des comptes nationales, vont contrôler ces fonds. Et c'est là qu'on se rend compte. C'est là qu'on se rend compte que les ISC sont extrêmement importantes pour nous parce que ce sont elles qui vont garantir ces fonds. Donc, 90 pays, territoires qui bénéficient de cet appui budgétaire. Alors, je ne vais pas vous dire que dans chacun des pays, on accorde un appui. Alors, dans certains territoires d'outre-mer des États membres, là, on n'y touche pas, notamment, je pense notamment dans les dom-tom ou dans les territoires d'outre-mer français, il est évident que tout ceci ressort de la compétence de l'État français. Ensuite, pour vous donner une idée du soutien aux ISC, en 2020, mais c'était particulièrement élevé en raison de la pandémie, nous avons dépensé 3 milliards d'euros par l'appui, 3,5 milliards de dollars, pardon, en appui budgétaire. On parle évidemment d'un financement gigantesque. Alors, en général, c'est un petit peu moins de 2 milliards d'euros. C'était particulièrement élevé en 2020. C'est extrêmement important pour nous que les ISC fonctionnent correctement. Nous avons des programmes d'appui budgétaire, mais également d'autres programmes d'appui
au système, mais également, bien évidemment, aux ISC. Et puis, nous accompagnons également de manière non financière les ISC dans le cadre du dialogue politique, par exemple, où on attire l'attention sur des points de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption. Je n'irai peut-être pas aussi loin que la lutte contre les droits de l'homme, contre les infractions aux droits de l'homme, mais c'est important, c'est extrêmement important. Ensuite, toujours dans le cadre de l'appui budgétaire, nous, chaque année, nous essayons d'examiner ou nous examinons si le rapport des ISC est publié tel qu'il a été prévu par les autorités. S'ils ont l'intention de le publier, mais qu'ils ne le font pas, nous retombons dans le dialogue politique en disant « mais que s'est-il passé? Expliquez-nous. Vous obtenez des financements, quand allez-vous publier le rapport? Vous nous avez dit que vous alliez le faire, vous ne l'avez pas fait. » Et puis on retient, et tout à coup le rapport est publié, donc non, mais il y a des choses qui sont très importantes pour nous. Et le dialogue politique est important à ce titre-là. Je crois qu'il y a un collègue qui vient de mentionner dans la boîte de discussion que c'est la constitution des pays qui va définir le degré d'indépendance des ISC. Alors, il y a toujours un dilemme là. Alors peut-être nous ne sommes pas d'accord, peut-être on pourrait mettre en avant les principes de la déclaration de Mexico. D'un autre côté, il faut également respecter, bien évidemment, la constitution du pays. Bien évidemment, et là, les choses tout à coup se compliquent alors. On doit rester diplomate, et là, les messages sont distillés de manière peut-être un peu plus douce. Donc, il y a là deux voies d'accès pour l'appui. Il y a un appui direct, technique, mais on ne doit pas pour autant négliger ou oublier, je dirais, le dialogue, la diplomatie, la pression des collègues. Alors, c'est évidemment difficile, d'évaluer tout ceci dans un bilan, mais il ne faut jamais oublier, je dirais, tout cela également. Et j'aimerais peut-être revenir à une question qui portait sur les organisations régionales. Pourquoi un tel appui? Pourquoi y a-t-il un tel appui? Alors, outre tous les commentaires que vous avez déjà faits, c'est plus simple en fait pour les collègues. Il y a un effet multiplicateur. C'est beaucoup plus facile d'appuyer le Passaï que d'appuyer 20 petits projets dans la région, dans les États du Pacifique, les îles du Pacifique. C'est plus compliqué pour les bailleurs de fonds. Et du coup, il est plus simple de s'adresser à l'association des instituts de contrôle de finances publiques du Pacifique, donc au Passaï. Ensuite, mon dernier commentaire ici, nous ne devons pas négliger le rôle des outsiders. Je m'explique. Nous devons à la fois, de temps en temps, mettre les mains dans le cambouis, et à d'autres moments, être un petit peu plus en retrait. Je m'explique, si une organisation extérieure, en fait, appuie un peu trop certaines organisations régionales, ça peut les mettre parfois en péril, et c'est ce qui s'est passé notamment il y a quelques années. Les ISC, certaines ISC étant extrêmement importants, l'IDI était un partenaire extrêmement important, un partenaire très important qui est perçu comme un partenaire également neutre. Et ça, c'est non négligeable. Merci beaucoup pour la perspective donc, des bailleurs de fonds.
Je vous propose alors maintenant de passer aux solutions. Que pouvons-nous faire pour aider ces 10% pour que lors du prochain rapport mondial, il n'y ait plus personne qui dise nous n'avons rien reçu ou nous éprouvons énormément de difficultés à être accompagnés. Alors, il y a quelques instants, on essayait de comprendre pourquoi nous faisons face à une telle situation. Alors, la première chose à faire, c'est de comprendre évidemment le contexte à la fois des ISC, mais également des bailleurs de fonds. Esther mentionnait du fait aussi que la plupart des ISC ne demandent pas forcément d'appui, ce qui me ramène à ce que Suzanne disait en disant mais on n'arrive pas à toucher les ISC, c'est peut-être dû à de la bureaucratie, parce qu'il y a eu des changements dans la direction, les ressources humaines. Donc, il est important aussi de savoir comment se positionner au niveau régional, s'organiser soi-même, en interne, mais également en tant que région. Esther le disait, les bailleurs de fonds reçoivent énormément, parfois de demandes, et en tant que donateur, en tant que bailleur de fonds, il est difficile justement d'accompagner tant de petits projets, plutôt que de passer par une organisation qui centralise et qui représente plus de facilité pour les bailleurs de fonds. Donc, ce sont là des solutions. Alors, en tant que IDC, comment s'organiser, nous organiser pour appuyer toutes les ISC? Et donc, ma question, finalement, vise à savoir ce que nous pouvons faire différemment pour aider les ISC. Ola, que pensez-vous que l'IDI puisse faire justement si quelque chose peut être fait? You can give both IDC IDI ou IDC. Tu peux nous donner les points de vue de IDC et de IDI. Je vais commencer par IDC parce que je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de bon travail réalisé par IDC et tout ce qui a mené au programme Pop-up qui a permis de mobiliser de l'assistance pour certaines ISC qui vraiment avaient des difficultés. Et je crois que l'IDC doit continuer à travailler dans la même direction. Alors, comme je l'ai mentionné dans ma contribution, un des défis, c'est que les organes régionaux sont fondamentaux dans le soutien aux ISC. Et il faudrait peut-être envisager de donner davantage d'assistance aux organes régionaux, particulièrement dans les régions qui reçoivent moins de soutien et d'autres comme Carrossaille, Créfiaf. Donc, ce serait aussi peut-être à IDC de voir comment ils peuvent soutenir ces régions-là. Alors, en général, je pense que en ce qui concerne les bailleurs de fonds, on insiste de plus en plus sur l'utilisation des ISC pour vérifier les comptes de l'assistance dans le pays. Et je crois que l'IDC a toujours insisté là-dessus et continue à insister là-dessus pour promouvoir d'une certaine manière ainsi le renforcement de capacité des ISC. Alors, quelque chose que nous avons expérimenté dans notre travail bilatéral, c'est lorsque les bailleurs de fonds soutiennent des réformes de la gestion financière publique. Les ISC sont incluses dans le processus, mais elles reçoivent considérablement moins de soutien que d'autres institutions. Lorsqu'il s'agit de modifier le cadre de la gestion financière dans les pays. Mais ce qui est encore plus un défi, c'est que c'est
institutions, ces ISC, sont souvent laissées en dehors du dialogue politique entre les institutions au niveau national et les donateurs, les bailleurs de fonds. Ce n'est pas le cas partout, mais c'est une tendance que nous avons vue et je pense que là, IDC pourrait apporter un soutien et revendiquer le soutien, l'assistance aux ISC pour qu'elles puissent participer au dialogue politique parce qu'elles ont beaucoup à apporter au dialogue. Et il est juste que le soutien, l'assistance qu'elles reçoivent soit aussi considérée comme un chapitre ou une partie de cette modification de la gestion des finances publiques. Et il y a un autre aspect qu'il est important de prendre en considération, ce sont les pays à faible revenu avec un faible niveau de démocratie, mauvais score en termes de démocratie. Alors là, les ISC pourraient fonctionner comme un agent encourageant une réforme. Alors bien sûr, il faut du leadership, il faut un certain pouvoir, mais IDI pourrait aussi contribuer à promouvoir ce type de rôle, un rôle que les ISC peuvent jouer dans ces contextes plus difficiles. Alors bien sûr, à IDI, nous allons continuer à soutenir toutes les ISC et nous avons renforcé notre travail bilatéral considérablement au cours de ces dernières années et nous révisons constamment notre position pour qu'elle soit plus pertinente et que notre travail soit plus incluant. Et c'est quelque chose que nous allons continuer à faire à l'avenir également. Merci, Ola. Esther. Je vais vous inviter à faire un commentaire. Je vois que vous êtes très populaire dans le chat parce que bon nombre de nos participants apparemment souhaitent entendre des expériences pratiques dans la région Passaï, donc aussi des informations sur l'indépendance, comment vous maintenez votre indépendance et un exemple de comment vous soutenez vos ISC pour qu'elles puissent rendre la législation opérationnelle, l'appliquer afin d'avoir cette indépendance financière. Alors, en tant qu'organisme régional, en tant que secrétariat, que pensez-vous que vous pourriez faire différemment ou plus souvent pour assurer qu'aucune ISC ne se retrouve à la traîne en général et aussi concernant leur indépendance, aussi en matière d'indépendance? En ce qui concerne l'indépendance, pour ce qui concerne les 8 principes de l'indépendance, les 8 piliers de l'indépendance, il n'y a que 3 domaines qui requièrent des améliorations. Alors, c'est l'indépendance financière, c'est l'indépendance des dirigeants des ISC et le suivi des rapports. En matière d'indépendance financière, la plupart des SAI dans la partie nord de la région, qui sont des juridictions avec le système américain, sont celles qui profitent facilement de leur indépendance financière. Certaines d'entre elles ont obtenu leur indépendance financière. En ce qui concerne les ISC dans le sud, qui sont essentiellement des pays du Commonwealth, là, il n'y en a que une ou deux, qui sont arrivés à l'indépendance des ISC. Donc, nous n'avons rien changé en matière d'indépendance financière des ISC au cours de ces 2 dernières années. Alors, nous nous en sommes rendus compte et pour que cela devienne effectif, nous révisons la législation, nous assurons qu'il y a dans la législation des dispositions qui permettent aux ISC d'être financièrement indépendantes. Alors, comment apportons-nous cette assistance-là? Nous avons des consultants que nous avons impliqués dans notre système et qui peuvent apporter un soutien direct aux ISC. Donc, ces consultants travaillent avec les ISC, identifient les améliorations apportées à la législation et aident les ISC à avancer. Et nous savons que le processus législatif, c'est un processus très long. Il faut qu'il y ait des consultations. Il faut en plus qu'il y ait ensuite qu'il y ait un projet de loi qui passe au Parlement, qui devienne loi. Et donc, ça fait partie de notre travail de communication avec les parties prenantes parce que
certains des changements que nous sommes priés de faire au niveau, que nous devrions faire au niveau des pays, ce sont des changements législatifs, des changements de politique et nous devons faire du plaidoyer. Nous devons être en contact avec les décideurs, leur faire des présentations et c'est comme ça que nous fonctionnons. Et comme je travaille dans le service public depuis longtemps, donc j'ai travaillé dans l'administration et nous faisons ça. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que ça peut être fait. Donc, ce que nous faisons, c'est nous travaillons avec les ISC et nous les convainquons de travailler avec nous pour réaliser ces objectifs. Alors, bien sûr, tout a été mis un peu en suspens à cause de la COVID, mais ça roule maintenant. Alors, par rapport à votre question quant à savoir comment l'IDC peut soutenir un financement, l'octroi d'un financement aux ISC qui n'ont pas accès au financement, je ne vais pas vous parler du point de vue de l'IDC, mais du point de vue des ISC qui cherchent une assistance financière. Il y a 30 ans, Passaï, les ISC dans le Pacifique étaient très petites. C'était impossible de tenter d'avoir accès au financement seul. Et cela s'applique encore aujourd'hui aux petites régions. Donc, Passaï, dans son ensemble, en tant que groupe, devait travailler ensemble pour avoir accès à ces financements. Donc, c'était vraiment un travail pour tenter de convaincre les différents acteurs et les bailleurs de fonds. Et c'est difficile, effectivement, pour une ISC individuelle d'avoir accès au financement. Donc, Passaï a permis d'unir nos forces. Et maintenant, d'autres donateurs voient des changements au niveau des SAI dans les pays, des ISC, pardon. Maintenant, nous attirons davantage de partenaires dans le domaine du développement, davantage d'acteurs, de parties prenantes. Et maintenant, nous discutons pour voir comment nous pouvons assurer qu'ils octroient des financements au secrétariat pour canaliser les financements à travers le secrétariat, mais aussi comment une partie de ces financements peuvent être attribués directement au pays. Donc, ça veut dire que nous devons travailler ensemble. Unir nos forces. Et si nous arrivons à réaliser des changements, lorsque nous arrivons à réaliser des changements, dans le fonctionnement des ISC, cela permet de convaincre d'autres bailleurs de fonds de la pertinence de soutenir directement d'autres ISC. Merci beaucoup, Esther, pour ta contribution. Je voudrais juste maintenant que Camilla réagisse. Merci, Carrie. Moi, je ne peux que témoigner en tant que personne qui travaille pour IDC. Une des choses que nous pouvons faire beaucoup mieux dans l'IDC, c'est utiliser l'expérience des régions parce que ce que nous avons vu dans la discussion et ce que le rapport d'évaluation montre dans le chapitre d'évaluation des performances des régions, c'est que nous dépendons beaucoup des connaissances et de la compréhension des membres par les régions, par les organismes régionaux. Sans ces connaissances, nous ne pouvons pas vraiment comprendre ce qui est sous-jacent à ces chiffres et comprendre si les exigences sont rencontrées ou s'il y a d'autres raisons sur lesquelles nous devrions nous pencher. Donc, alors ça, c'est un point. Un deuxième point, c'est qu'il y a cette tendance à donner beaucoup d'importance à la gestion financière. Et c'est bien que les ISC aient des plans stratégiques, je pense que c'est très bien parce que le point focal, c'est l'organisation des ISC, mais il ne faut pas oublier que les ISC doivent rendre des comptes. Si elles veulent attirer les bailleurs de fonds, les ISC doivent améliorer leur transparence et leur capacité de partager leurs résultats et de rendre des comptes. Donc, c'est lié au rapport présenté par les ISC. Et il s'agit aussi d'assurer le contrôle financier extérieur des déclarations financières. Alors évidemment, tout cela est lié à toutes les questions
relative à l'indépendance financière, mais les ISC doivent faire des efforts dans ce domaine. Presque toutes les ISC ont des plans stratégiques, pourtant, seuls 59% de celles qui disent avoir des plans stratégiques présentent des rapports publics sur les progrès réalisés dans la réalisation de leurs objectifs. Et bien sûr, cela rend les bailleurs de fonds et d'autres parties prenantes sceptiques parce que il n'y a pas suffisamment de reddition de comptes et les bailleurs de fonds doivent à leur tour rendre des comptes à leurs propres bailleurs de fonds. Donc, il y a des problèmes de reddition de comptes. On ne peut pas continuer à lancer des programmes et je pense que cela fait référence aussi bien aux rapports régionaux qu'à d'autres niveaux. Je sais que c'est difficile d'expliquer pourquoi les SAI ne produisent pas, les ISC ne produisent pas ce qui est attendu d'elles et quelquefois c'est difficile de justifier cela parce que cela requiert aussi une compréhension du contexte et ça m'amène à mon troisième point. Lorsque nous avons examiné la base de données, moi, j'ai passé en revue certains des projets et j'ai vu qu'il y avait des projets dans la base de données qui n'avaient fait l'objet d'aucune assistance. Et donc, ça, c'était la première série d'appels à propositions de 2011. Et c'est très intéressant de voir que c'est ainsi que ces projets sont toujours là et nous devrions vraiment mieux utiliser cette base de données, même si c'est un peu difficile pour nous. Nous devons continuer à demander aux gens d'y enregistrer les choses, mais aussi pour les bailleurs de fonds qui sont impliqués ou qui sont dans des discussions avec les ISC. Je pense que ce serait très utile pour le GFU et aussi pour les DC, pour l'ensemble de la communauté, de comprendre pourquoi ils ont choisi de ne pas soutenir certains projets et quelles pourraient être les raisons de cette non-assistance. Parce que ça nous permet de mieux comprendre pourquoi les ISC ne sont pas soutenus, parce que tout cela est un peu repoussé sous le tapis. Et tout ce qui peut nous permettre de comprendre pourquoi il faudrait leur… de quel type de soutien elles ont besoin? Est-ce qu'il faut leur donner davantage d'assistance pour qu'elles puissent développer des concepts ou bien est-ce que c'est plus politique et dans ce cas-là, ça échappe à notre contrôle? Mais nous ne savons pas toujours si le contexte, qu'est-ce que permet le contexte et nous ne savons pas non plus si il y a une promotion du programme des ISC et des actions des ISC. Voilà, merci Kerry. Merci beaucoup, Camilla. Je suis tout à fait d'accord avec ta réponse parce que nous avons travaillé ensemble très souvent. Nous avons essayé de favoriser l'engagement des parties prenantes. Nous avons essayé de faire en sorte que les ISC soient plus volontaristes dans leur reddition de comptes aux bailleurs de fonds. Alors, Suzanne, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que l'IDC peut faire davantage ou différemment pour aider les ISC? Alors, je voudrais aussi que ta réponse soit articulée autour de l'implication des ISC. Tu as dit que quelquefois, c'était très difficile de les joindre. Il y a un participant de Carosai qui a dit que très souvent, les ISC ne sont pas impliqués dans le dialogue politique. Donc, elles ne sont pas impliquées dans les discussions concernant la gestion des finances publiques dans leur pays. Donc, que faire d'une manière générale pour assurer que les ISC ne soient pas laissés à la traîne? Je pense que en tant qu'IDC, nous pouvons être plus ouvertes et plus volontaristes.
Alors, l'IDC s'est concentré sur la signature du protocole d'accord entre Intosai et les bailleurs de fonds et il y a déjà 20 organisations qui ont signé ce protocole d'accord. Bon, ça ne fait pas beaucoup, 20, mais il y en a déjà 20. Alors, Intosai a... Donc, toutes les ISC, ils sont par définition, en tout cas toutes celles qui étaient membres d'Intosai. En termes de bailleurs de fonds, il y en a beaucoup moins. Je crois que l'IDC pourrait faire un travail de communication, de contact avec les bailleurs de fonds, avec les institutions. Alors, unissons nos forces pour ce faire. Faisons plus de publicité, améliorons la visibilité. Je pense que ce serait bon pour l'IDC et ça mettrait vraiment l'importance du rôle des ISC sur la table. Ça indiquerait la nécessité d'en discuter dans un forum plus large. Donc, ça nous ramène à une idée qui est plus une injonction aux ISC. Il s'agirait de leur dire participez aux discussions, n'attendez pas d'être invité, vous êtes un acteur clé, levez-vous, jouez votre rôle. Donc, un acteur clé dans l'environnement institutionnel plus large et dans les relations avec les bailleurs de fonds, montrez-leur ce que vous pouvez faire. Mais ça veut dire aussi partager avec le public. J'utilise le mot partager parce que je pense à SAI-PMF. J'ai entendu que oui, oui, ISC ont fait de la gestion de, donc ont été impliqués dans la gestion des finances publiques. Alors, partagez cette information, diffusez ces informations, ou publier un résumé ou anonymiser l'ensemble. Vous faites des grandes analyses, vous pouvez mettre quelque chose d'intéressant sur la table. Alors, mettez les ISC sur la table, mettez-les en évidence comme un organe important qui se charge d'assurer la bonne gouvernance, qui est très importante, mais aussi les droits civiques dans le pays. Nous parlons aujourd'hui, encore aujourd'hui, nous parlons de genre, d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est une question qui émerge partout. Donc, nos gouvernements parlent de plus en plus, même si c'est en privé, de l'importance de l'égalité, mais les institutions supérieures de contrôle des finances publiques peuvent aussi se pencher sur ces questions. Ce sont des organes de bonne gouvernance au sens large du terme. On parle de la corruption, des flux financiers illicites. Les institutions suprêmes de contrôle ont un rôle à jouer important et elles doivent faire entendre leur voix et ouvrir le débat et impliquer davantage d'acteurs. Nos bons amis du Gender Help Desk, les agents de soutien à la défense des droits humains, ce sont des organisations très importantes qui se font entendre. Il y a de très bonnes organisations de la société civile qui font entendre leur voix et qui mettent leur message en évidence. Et nous pensons que les ISC ont quelque chose à apporter au débat et vice-versa. Les autres acteurs autour de la table ont quelque chose à apporter au ISC. Donc, ouvrez-vous aux autres acteurs, communiquez, soyez fiers de ce que vous faites, faites-le bien. Et montrez l'exemple et demandez-nous de montrer l'exemple aussi. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, Suzanne, de nous donner la possibilité de jouer avec vous. Alors, voilà. Nous arrivons
à la fin du temps qui nous est imparti. Pourtant, j'aimerais demander à chaque membre du panel de nous faire une ou deux suggestions, de les faire justement à ces ISC qui éprouvent des difficultés à obtenir de l'appui, qui risquent peut-être d'être oubliés. Que peuvent-ils faire une ou deux choses peut-être pour ne pas être oubliés? Camilla, ensuite je passerai à Esther, Oula, et je demanderai à Suzanne alors de clore tout cela. Voilà. Merci Karen. Moi je dirais que le message principal, ce serait d'être davantage ouvert, de montrer qu'on est responsable, qu'on est capable de rendre des comptes par rapport à son propre système financier, de gestion financière. Voilà. Esther? Ayez une idée claire de ce que vous voulez obtenir, des projets et surtout des résultats. Les résultats vont-ils améliorer la situation? Voilà, ça ce serait mon conseil. Merci Esther. Oula? Je ne peux que rallier mes collègues. Moi, je dirais que vous devez également être courageux et ne pas avoir peur, ne pas craindre, mais montrer ce que vous êtes capable de faire et être cohérent aussi, très cohérent. Bien, et se faire entendre. Suzanne? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Hein. Montrez que vous êtes un acteur important en matière de gouvernance, de droit civique, de reddition des comptes, vraiment. Les ISC sont tellement fondamentales pour la reddition de comptes. Montrez que vous en êtes acteur et faites-vous entendre autant que faire se peut, autant que faire se peut. Alors avant de clore cette réunion, j'aimerais peut-être mettre en lumière les points qui ressortent de nos discussions en termes de solutions, en termes de pistes pour l'avenir. 1, s'organiser. S'organiser, définir une vision. Essayez de voir quels sont vos besoins en tant que groupe. Faites-vous entendre en tant que groupe également. Réfléchissez à l'effet multiplicateur, l'aide également des collègues. Quand vous lisez finalement ce rapport ou ce bilan, on se rend compte que beaucoup de collègues sont tout à fait prêts à aider, à appuyer ceux qui en ont besoin. Donc, tournons-nous vers nos collègues également lorsqu'on a besoin d'aide en matière de renforcement de capacité. Par rapport aux IDC, on l'a dit précédemment, essayez de toucher les bailleurs de fonds, essayez parmi nos collègues bailleurs de fonds, essayez de vous faire davantage entendre par rapport à la mission des ISC, ce qu'elle peut obtenir en termes de reddition des comptes également, et pas uniquement en termes de gestion des finances publiques saines. J'aimerais que nous puissions réfléchir à tout cela en nous tournant vers l'avenir. Je remercie chaque membre du panel qui a pris part à ce débat. Nous invitons chaque participant, tous les participants, à nous envoyer vos commentaires par email ou dans cette boîte de discussion. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre au webinaire suivant. Il est important effectivement de se faire entendre et de s'inviter finalement à la soirée, de s'inviter à la table. Oui, à la session de demain également, qui porte sur la manière dont on peut améliorer les choses. Donc, on revient au rapport et au bilan demain midi également. Oui, exactement. Je vous rappelle que cette enquête et ce bilan est disponible sur le site de l'Intosai, mais
Je crois que le débat ne s'arrête pas là par rapport à nos collègues, pour nous assurer que tous les collègues soient couverts. N'hésitez pas à rester en contact avec nous, avec tous les acteurs. Je vous remercie. Merci à tous les membres du panel, aux participants, et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci.